Madame, Monsieur, bienvenue à cette interview du jour. À la belle période des fêtes, à la belle période de l'hiver avec ses vacances au ski et ses belles soirées en famille à l'extérieur de chez soi. Magnifique, ouais, magnifique, mais jusqu'au moment où l'on rentre chez soi et où l'on découvre que l'on a été cambriolé. Alors, que faire avant et après? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec vous, Pierrick Dance. Vous êtes le chef de service pour le Zélande-Jura bernois à la police cantonale bernoise. Alors, avec l'hiver, on dit qu'effectivement, les voleurs profitent de l'obscurité pour s'introduire dans les maisons. Est-ce que c'est une vérité statistique ou c'est un leurre, c'est une croyance? Bon, vous savez, les statistiques sont toujours un petit peu à prendre avec des pincettes car il y a toujours ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Donc on doit se baser sur des faits que l'on nous annonce. Ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a des fluctuations. C'est vrai que lorsqu'il y a le crépuscule qui s'installe, c'est souvent après le changement d'heure. Là, on a une petite variation qui se fait de façon assez indéniable, mais ce n'est pas quelque chose qui est de si dramatique, de l'ordre du si dramatique que ça. Vous allez dire qu'il y a des gens qui n'annoncent pas le fait qu'ils ont été cambriolés? Ça peut arriver. Comment vous l'expliquez? Aucune idée, mais effectivement, il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas le réflexe ou que ça n'émeut pas plus que ça ou qui n'ont pas forcément eu quelque chose de volé. Il y a peut-être juste une tentative. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi là derrière peut-être un peu le sentiment de honte ou de culpabilité qui pourrait se cacher? Les gens qui se font cambrioler, parfois se disent « Oh, mais j'en ai pas assez fait ». Je ne sais pas vraiment ce qui peut se cacher là derrière, mais c'est vrai qu'on peut avoir tout un tas d'émotions qui sont qui peuvent bouleverser finalement le comportement humain. Nous, ça nous pose déjà un problème, on va dire typiquement policier, du moment où on a une personne qui a ce bouleversement et qu'elle nous saccage un petit peu les traces du moment où nous, on doit les exploiter. Parce que la panique, ou en tout cas l'émotion du moment, fait que les gens vont un peu partout dans leur propriété, qui vont constater les dégâts, c'est ça? Il y en a qui vont carrément jusqu'à commencer à ranger, à nettoyer, c'est déjà arrivé. Donc pour nous, ça nous met un petit peu des freins, c'est clair. Ouais, donc le conseil que vous donnez, c'est ne toucher à rien. C'est ça, c'est appeler la police et puis attendez qu'on arrive. Ça doit être le premier réflexe. Ça doit être un très bon réflexe, effectivement. Oui. Alors, on vit dans un canton qui est grand, à la fois avec quelques grandes villes, mais surtout qui est très rural. Est-ce que par rapport à d'autres cantons, statistiquement, on est aussi plus touché par cette criminalité-là, donc par les cambriolages? C'est une moyenne assez générale sur tous les cantons de Suisse. Disons que, comme je dis, ça fluctue. Donc on a des périodes, que ce soit ici ou ailleurs, où on a des pics. De vous l'expliquer, ça sera un petit peu compliqué. On n'a pas la solution à tout, la science infuse. Mais non, on est assez dans la norme. Alors, on est assez dans la norme. Ce qui est un peu anormal, c'est que ces 2 dernières années, à cause du Covid, la criminalité a été un peu en baisse. On a fermé les frontières, donc visiblement, moins de criminels qui ont réussi à passer. Mais est-ce que ça veut dire qu'en Suisse, on n'a pas de cambrioleurs suisses? Ben ça, c'est aussi un peu une espèce d'idée reçue de se dire que c'est juste le tourisme, finalement, on va dire le tourisme criminel qui va venir s'approvisionner chez nous, ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, on a de tous horizons. C'est sûr que du moment où on ferme les frontières pendant la période de Covid, ça peut être une explication, mais le fait que les gens soient chez eux, c'en est une autre. Donc finalement, plus les personnes sont chez eux, moins les cambrioleurs vont aller à l'intérieur parce qu'ils ne cherchent pas la confrontation. Donc on a quand même une grande partie aussi des cambriolages qui se font à l'interne, si on veut bien dire ça comme ça. Ce que vous dites par là, quand tu dis « je ne cherche pas la confrontation », ça veut dire que ce ne sont pas des actes où il y a forcément de la violence physique? Totalement. Leur but, ce n'est pas de se faire attraper. Donc du moment où ils entendent quelque chose, ils voient quelqu'un, la fuite est plutôt privilégiée. Alors, en tant que police bernoise, évidemment, vous avez plusieurs façons d'agir, évidemment, sur le terrain quand on vous appelle, mais vous êtes aussi très actif, on va dire, dans la prévention. Vous cherchez à avertir les gens pour que ça ne se passe pas chez eux. Donc, si on est maintenant un simple citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire cambrioler, basiquement, j'allais dire? Alors, basiquement, tout d'abord, d'informer ses voisins si on s'en va. Pendant que vous avez cité les périodes de fête, si vous êtes absent, au moins signaler ça aux voisins. Signaler l'absence, montrer aussi finalement où vous faites une supercherie par rapport à la présence. Alors c'est un petit peu bête de dire ça pendant cette période où on parle toujours d'économie d'énergie, mais finalement avec des minuteurs et des lumières LED pour un petit peu économiser, on peut toujours essayer de marquer une présence même si on n'est pas là, donc une présence fictive. Mais les voleurs, ils le savent. Pas forcément, non. C'est toujours un élément de plus qui peut mettre un frein. Vider la boîte aux lettres, demander aux voisins de vider la boîte aux lettres ou alors de faire une retenue sur la poste.
Voilà, ce sont tous des éléments, ou alors déneiger encore un chemin. Chemin enneigé ou déneigé peut montrer qu'il y a une présence ou pas. Donc ce sont tous des petits trucs qui ne coûtent pas grand-chose et qui peuvent déjà mettre des frais ou en tout cas empêcher les cambrioleurs d'intervenir. Et au voisinage, est-ce qu'il faut... vous avez aussi des conseils par rapport justement quand on sait que quelqu'un est absent, soit au travail, soit pendant la journée? Mais ce qui est toujours dommage, c'est qu'on entend souvent les gens du voisinage, quand on fait une enquête de proximité, nous dire « on ne voulait pas vous déranger ». Et c'est dommage, c'est quand même notre métier et les gens, des fois, hésitent à appeler la police. Donc, nous, on préfère qu'on nous appelle une fois de plus qu'une fois de pas assez. Et le but, c'est justement d'avoir un œil, alors pas d'être forcément derrière sa vitre toute la journée, mais si on constate quelque chose d'étrange, une voiture qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un quartier, un numéro de plaque peut-être étranger qui pourrait donner la puce à l'oreille, ou un agissement d'une personne qui tourne autour d'une maison, autant nous appeler tout de suite. Mais ça donne un peu un côté vraiment très dénonciateur. On est là, on regarde, on observe, on regarde tout ce qui ne va pas, presque à devenir inquisiteur vis-à-vis des gens qui peut-être ne font qu'être là de manière occasionnelle. On peut le voir comme ça. Après, c'est simplement déjà du courage civique et puis finalement, c'est du bon voisinage et de l'entraide. C'est le côté humain qui doit intervenir, quoi. Alors là, on a regardé du côté des citoyens. Après, il y a aussi des entreprises qui, pendant cette période, ferment souvent sur des semaines et qui sont victimes de cambriolage. Elles ont des dispositifs particuliers. Elles doivent faire vraiment attention à certaines choses. Après, ça dépend toujours des entreprises. Il y a certaines entreprises qui veulent se munir de certains systèmes, d'autres beaucoup moins. Il n'y a aucune obligation finalement de notre part, en tout cas pas. Donc à eux de voir comment ils vont s'équiper. Certaines sont très à la pointe, d'autres beaucoup moins. Il n'y a pas de règle. Et ces entreprises, les citoyens font beaucoup appel à vos programmes de prévention et de conseils. On sait que c'est quelque chose que vous faites assez volontiers, il faut le dire. Assez volontiers, je tiens à le préciser encore gratuitement. Oui, on le fait, effectivement. On fait des visites autant domiciliaires, donc chez des personnes privées, que sur des entreprises ou même des administrations. Effectivement, où on va un petit peu déterminer les points faibles au niveau architectural, par exemple, renforcer une porte, une fenêtre ou quelque chose de ce genre-là, ou organisationnel. Alors, cette période, on le dit, avec l'obscurité, on est des fois un petit peu plus cocooning, mais on va aussi beaucoup à l'extérieur. Et puis, le sentiment de sécurité, d'autant, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on appelle maintenant à éteindre les lumières plutôt dans les rues. Enfin, vous voyez, toute cette discussion qui se met en place aussi dans des quartiers où les lumières sont éteintes plus tôt. Comment, au fond, lutter contre ce sentiment parfois subjectif d'insécurité? Si j'avais la solution, je vous la donnerais. On aimerait bien aussi d'avoir quelque chose de plus objectif. La subjectivité sera toujours de mise. On peut pas. On essaye, nous, un maximum, en prévenant, en montrant, si on faisait des patrouilles, en étant présent dans certains quartiers, dans certains lieux qui sont peut-être un peu plus sensibles. On essaye de faire de la prévention et d'essayer de tranquilliser les gens. Mais le subjectif, vous ne l'enlèverez jamais, malheureusement. Est-ce que ce sentiment d'insécurité, il n'est pas aussi grandissant en raison, j'allais dire presque pratiquement, du taux d'élucidation des cas? J'entends, si je me fais cambrioler, il y a quand même peu de chances que je récupère ce qui m'a été volé et que les fautifs vont être arrêtés. Il faut le dire. Alors effectivement, les chances sont quand même relativement faibles. Le pourcentage de taux d'élucidation est loin d'être à 100%, je crois qu'on est assez d'accord. Maintenant, c'est quand même toujours assez compliqué d'expliquer à une personne qu'elle doit agir ou ne pas agir par rapport à ça. Donc, de nouveau, la solution toute trouvée, je ne peux malheureusement pas l'apporter, mais autant que les personnes réagissent par rapport à ce genre de choses-là. Alors, les personnes victimes d'un cambriolage, en général, restent elles vivent un choc, un vrai choc psychologique. Vous et vos collègues qui allez sur le terrain, comment vous gérez cette situation de choc psychologique? Parce que les gens, souvent, sont incapables de raconter vraiment les choses. Vous avez vraiment de tout. Donc vous avez des gens qui le vivent très très bien. C'est quand même la plupart du temps, c'est sûr, passer un peu le choc émotionnel, mais des crises d'hystérie par exemple, c'est quand même relativement rare. Donc les gens sont quand même assez factuels. Eux, ce qui les intéresse, c'est finalement qu'est-ce qu'on leur a volé ou qu'est-ce qu'ils doivent faire après. Mais des gros chocs émotionnels, alors je ne veux pas minimiser, mais des gros chocs émotionnels qui nécessitent peut-être un déménagement ou des angoisses ou des choses comme ça, ne sont pas forcément légion. Nous, on essaye de rassurer les gens, on les accompagne sur le moment, où on leur explique ce que nous, on va faire. Si tout à coup, on fait venir un service particulier pour la prise des empreintes, on va leur expliquer exactement ce qu'ils vont venir faire aussi, parce que c'est comme une nouvelle intrusion qui va se faire chez eux. Et ensuite, on leur donne des conseils pour le suivi, de qu'est-ce que faire après.
Et justement, ce suivi, juste très rapidement, parce qu'on arrive au terme, après que vous ayez repris les empreintes, l'enquête, à quel moment on peut être au courant des résultats de l'enquête? Alors vous êtes au courant si on retrouve quelque chose. Sinon, Sinon, c'est silence absolu. radio. Après, certaines personnes nous recontactent et on donne volontiers des réponses. Alors Pierrick Dinck, merci pour ces explications. On souhaite évidemment que ça ne se passe pas pour nos téléspectateurs et on vous souhaite surtout de passer le cap de l'année de la manière la plus tranquille possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, eh bien, je vous souhaite évidemment une bonne fin d'année puisque le cap, c'est tout bientôt et qu'on se reverra en janvier 2023. À tout bientôt.